Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment ça va Philippe David? Bonjour à tous. Bonjour Cécile de Ménibus, comment ça va vous aussi? Comment vous dire que je suis totalement en retard? Ah ben vous savez, vous avez un petit côté Zorro est arrivé là. Ah là, je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas vu l'heure passer. J'étais tranquillement en train de... Je vais pas vous dire que je travaillais, c'est pas vrai. Ne dites rien. Non, mais je vous dis pas la vérité, je vous dis la vérité. J'étais en train de regarder quelque chose sur internet et tout à coup je lève les yeux, je vois 17h02, je me dis tiens, ça me rappelle quelque chose cet horaire. Oui, les vraies voix, c'est pas ça? Absolument. Tout va bien Philippe David? Tout va très bien, tout va très bien. En tout cas, on est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. On espère que vous avez passé une bonne journée. Ce numéro de téléphone que vous connaissez, le 0826 300 300. Aude vous attend au standard, bien entendu. Et au sommaire de cette émission, on va revenir à 17h30 dans le grand débat du jour. L'Assemblée nationale, débat en ce moment même du soutien de la France à l'Ukraine. Débat suivi d'un vote à l'initiative d'Emmanuel Macron. Mais la séquence s'annonçait houleuse dès le départ. Les oppositions de gauche et de droite reprochaient au chef de l'État le ton martial de ses dernières déclarations, Philippe. Et parlons vrai, est-ce qu'on n'est pas dans la posture avec ce débat sur l'Ukraine qui est purement consultatif? Est-ce que la France n'a pas montré ses limites en affirmant qu'elle n'enverrait pas de troupes au sol? Y a-t-il par hasard quelques visées électorales pour diaboliser ses adversaires à moins de 3 mois des européennes? Macron a-t-il raison d'offrir un soutien indéfectible à l'Ukraine? Vous dites non à 95%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert pour en parler, Eugène Berg, sera avec nous, ancien ambassadeur, auteur de l'Ukraine, février 2023, les racines du conflit et de la Russie pour les nuls. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, les magistrats financiers chiffrent au moins 50 milliards d'euros les économies nécessaires pour tenir les objectifs du déficit public d'ici 2027. La Cour dénonce des projections macroéconomiques trop optimistes et une trajectoire trop peu ambitieuse sur la réduction des déficits. Alors parlons vrai, est-ce surprenant alors que la France vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans? Est-ce qu'il y a vraiment urgence, comme le dit la Cour des comptes? Et enfin, craignez-vous une faillite de la France, comme celle de l'Argentine en décembre 2001? Cour des comptes, alerte de la dette de l'État, faut-il? Vous dites à 58% qu'il ne faut ni augmenter les impôts ni baisser les aides sociales, 36% baisser les aides sociales, 4% les deux et 2% seulement augmenter les impôts, ce qui est fort peu étonnant. Allez, on en parlera avec notre expert. Pascal Delima, qui est chef économiste chez CGI Consulting. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Ah, dites donc, je suis tout ébouriffée avec Philippe Bilger qui est avec nous, qui était lui à l'heure, bien entendu. Ça va Philippe Bilger? Très bien. Oui, vous êtes très bien. J'ai mon duo, j'allais dire, non pas préféré. Fétiche. Ça laisserait penser que les autres ne sont pas bons, oui. mais je l'adore. Oui. Parce que parfois, je peux être un observateur passionné, comme si j'étais pas un chroniqueur. Mais vous savez, on a le droit d'avoir des préférences. Vous pouvez dire qu'on est vos préférés, vos chouchoutes. Mais je ne voudrais désobliger personne. Moi, je suis dans je peux dire que je suis dans ma configuration préférée. J'ai le droit quand même. Là, c'est un peu la comédia dell'arte. Ça, c'est le théâtre. Voilà, mais non, mais parce qu'Elisabeth est fragile, malade, et moi aussi. Donc, on va être calme aujourd'hui. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonsoir, Elisabeth. C'était sympa d'avoir invité quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La Russie pour les nuls. On s'est un peu senti visé quand on a vu le livre. Et vous avez remarqué, Elisabeth, on est vraiment content. Je ne vous ai pas regardé pourtant le disant. Mais vous l'avez bien pensé fort. Mais oui. Pensez bien fort, pardon. Oh, mais oui. Je pensais à moi en premier d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Allez, ce numéro 0826 300 300 avec David qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à tout le monde, à vous inviter. Comment ça va? On fait aller avec ces températures estivales, c'est fantastique, donc le moral est bon. Parlez pour vous, ces températures fantastiques. Non, je plaisante. Elle est complètement. David, elle est en vrac ce soir, vous inquiétez pas. Elle prend l'est pour l'ouest. Bon, alors, que les choses soient claires, ce soir je suis un meuble Ikea, c'est-à-dire que je suis monté à l'envers. Excusez-moi, je vais garder ma blague grivoise, mais vous l'avez cherchée quand même. On a deviné ce que vous pensiez, Elisabeth. Non. Oh là là, Françoise. Je te dirai pendant la pub. Vous êtes là, Bilger? Non, mais moi je comprends pas. C'est trop fin pour moi. Stop. Allez, on y va, 0826 avec David. Sur l'autonomie de la Corse, c'est ça?
C'est ça, tout à fait, ouais. J'ai l'impression que M. Darmanin et M. Macron confondent Constitution et guide du routard. Donc voilà, donc c'est de ça que je voudrais parler, quoi. Eh ben, il est drôle, David, j'aime beaucoup. Les David sont toujours drôles. Non, mais il va nous plier, en fait. Il va nous plier sur le qui qu'il a dit. Oui, j'avais pas pensé à ça. Ça va être une catastrophe. Vous allez chialer. Vous on va pleurer notre race. Allez, le répondeur, 0826 303. Il nous reste un peu de temps pour l'éliminer. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, j'appelle d'Arles, je suis médecin. Je pense que c'est important de régler des problèmes de fin de vie. Dans mes priorités actuelles, il me paraîtrait plus important d'accélérer les diagnostics de façon à arriver moins vite à la fin de vie. Et comme à l'accoutumée, j'ai l'impression que ce gouvernement s'intéresse essentiellement aux choses secondaires et saute à pieds joints sur les choses principales. Voilà mon avis. Bonne soirée. Et merci de l'avoir laissé, Jean-Louis de Arles. Je trouve que notre ami a totalement raison. Mon Dieu, on parle beaucoup de la fin de vie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que prévoit le président de la République, mais à la rigueur, on pourrait retarder la fin de vie. Je me sens un peu concerné. Je suis d'accord pour la retarder le plus possible. Et même, comme disait Brassens, de ne pas mourir de tout. Voilà, c'est ça. Je plus sois à ce vœu. Non, mais il y a quand même, excusez-moi, il y a quelque chose d'un peu ubuesque dans l'idée que l'État va nous aider à mourir. Excusez-moi, mais il y a un moment, moi, je ne veux pas non plus. J'ai envie de dire, Eros et Thanatos, vous nous les laissez quand même. C'est bon. C'est-à-dire, que, d'abord, c'est pas si vous voulez, que vous puissiez demander de l'aide à votre prochain, bien sûr, mais qu'il faille des cadres, des lois, des dispositifs, des technocrates. Mais c'est bon, moi, je suis pas d'accord avec vous du tout, Elisabeth. Et moi, je l'ai vécu aussi, hein. Je pense que c'est très bien. Après, je trouve qu'il manque des choses. Moi, je suis très frappé par ce qu'a dit notre médecin. Je pense qu'il a vraiment raison. Il y a très peu de choses sur les soins palliatifs aussi. Il y a très peu de choses, au fond, sur ce qui nous importe le plus, c'est comment on gère le grand âge. Ce que beaucoup disent. Et puis, il y a et puis la question, c'est qu'est-ce que vous considérez comme un court terme? Est-ce que si on vous annonce que vous allez mourir dans 10 mois, par exemple, est-ce que c'est un délai trop long? Est-ce que vous n'avez pas le droit de décider que vous allez raccourcir votre vie? Non, mais c'est intéressant parce que regardez un peu le débat. Là où je trouve que Macron est d'un cynisme fou, c'est d'introduire ce débat en pleine campagne électorale. Ce débat, il mérite de la sérénité, il mérite de l'apaisement. Parce que c'est intime. Françoise, il n'y a jamais de sérénité dans ce débat pour une raison simple, pour une raison que je n'arrive pas à m'expliquer. L'euthanasie est devenue un des éléments de la panoplie progressiste. C'est-à-dire, moi, par exemple, cette affaire de mourir dans la dignité, j'ai toujours trouvé ça affreux de dire aux gens qui, eux, s'accrochent. Il y a des gens qui s'accrochent jusqu'au bout, même y compris dans les unités de soins palliatifs. Si vous voulez. Et donc, mais il y a aussi cette idée que la mort et la vie, on va les maîtriser et tout normer. Pardon, je me tais. Non, ne vous taisez pas, mais on voulait juste laisser un tout petit peu de temps à David. Donc tais-toi, ça veut dire en langage bien élevé, mais ferme-la. En fait. Regarde, l'autre il nous fait des grands signes. C'est le chef de gare, Philippe David. Allez, direction Toulouse avec un autre David, cette fois-ci sur l'autonomie de la Corse. Allez-y, mon cher David. Oui, donc je pense que tout le monde a vu cette information. Le président Macron et M. Darmanin veulent donner plus d'autonomie à la Corse et donc la faire rentrer, si je puis dire, dans la Constitution. Bon, déjà, c'est un peu oublié qu'elle a déjà un statut particulier. C'est un chère île de Corse au niveau de la culture. Et donc là, on voudrait la faire rentrer pour ramener un peu plus de désunion là où normalement la Constitution nous dit que la République est indivisible. Donc c'est pour ça que je parlais de guide du routard. Alors est-ce que notre Constitution, on va venir dedans y mettre ce qu'il y a de bien dans les régions? Donc par exemple, le gâteau à la broche de chez Françoise, pourquoi on ne le met pas dans la Constitution? Moi, je suis pour que nous soyons autonomes. La moungette de mon cher Comminges, pourquoi on la met pas aussi? Voilà. Oui, non, mais voilà. Il n'y en a que pour Françoise, en fait. Et non, mais pour lui, parce qu'on connaît le Comminges. Mais bien sûr. Françoise, vous vouliez réagir parce qu'on a très peu de temps. Allez-y, Françoise. J'étais comme vous, moi, j'étais une chevènementiste. Il a claqué la porte du gouvernement à cause de la Corse et du projet. J'ai regardé ce projet. Bon, j'aime beaucoup la personnalité en plus de Gilles Simeoni, mais je trouve quand même, non, mais c'est pas ça, c'est que je trouve que dans ce projet, il y a quand même des verrous, hein. Je pense qu'il y a des verrous. On dessert, on permet des choses, mais il y a des verrous. On va pouvoir, mais on fera pas un code pénal corse, c'est ce que je veux dire. J'aime beaucoup ce qu'a dit notre invité, et je vais faire un rapprochement discutable entre l'avortement, entre la fin de vie et la Corse. Emmanuel Macron est un homme qui défait.
profondément, qui dessert. Mais je le pense vous faites profondément. le lien, vous exagérez. Mais je fais un lien, mais je pourrais le développer, mais je vais pas le faire parce qu'on risque de dépasser l'horaire. Il y a quelque chose chez lui qui est un homme qui défait les liens. On peut décider les verrous, ils finissent toujours par sauter. L'exemple, par exemple, du Canada, de la Belgique, on commence avec des lois, là je reviens sur la fin de vie, extrêmement restrictives, etc. Et à la fin, tu l'ouvres à une adolescente. Hein. Allez, non, c'est pour ça que sur la Constitution, moi j'y crois pas. Moi je crois au verrou. Moi, c'est David, vous m'avez mis en appétit une moungette, c'est un cassoulet du commun avec des gros haricots. Et là, moi, ça me donne envie de le manger. J'ai mangé un vol au vent à midi, ça va. On était sur une conversation intéressante, et il faut qu'il me coupe la parole pour dire ça. Moi, David m'a mis en appétit. Non, mais ça va être intéressant. L'écriture constitutionnelle sur la Corse va être passionnante. C'est toujours un sujet passionné qui a été le sujet de la campagne de 2002 présidentielle. On peut dire quand même que Jospin a probablement perdu aussi en partie à cause de ça. Quoi qu'il en soit, je crois en David pour le qui c'est qui. Je vous le dis que là, je vous dis que là, vous avez un point rouge entre les deux yeux. Chacun il a l'air fort. David, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour et vous êtes fort sympathique, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai que nos auditeurs sont très sympas en fait, très sympas et plutôt très intelligents. C'est pas bien comme les animateurs, je veux dire. Non, si. Quel est désagréable. Ça dépend lesquels. Allez, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. On est ravis de vous accueillir dans un instant. Les trois mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. En fait, c'est la Cour des comptes pour les nuls, puisque je vais en parler moi-même. Et l'occasion de parler de bouffe avec Philippe David dans un instant hors antenne. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu, et Philippe Bilger, Françoise de Gois, Elisabeth Lévy, le choix du roi aujourd'hui. Vous avez vraiment le choix. Et c'est Top Chef aujourd'hui, je signale quand même que... Oui, parce que j'étais en train on se posait la question très importante, parce qu'il y a des discussions passionnantes dans cette émission, la différence entre la bouchée à la reine et le vol au vent. Si les gens peuvent nous appeler... Si vous avez des infos, 0826 300 300. Oui. Il nous écoute, Alain Ducasse, justement, ça c'est sûr. Si vous pouvez nous en apporter, surtout... Bon, ok, t'es sympa, tu appelles, mais viens pas les mains vides. Ducasse 30, ça s'appelle. Dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on ? Eh bien, on va parler du soutien de la France à l'Ukraine en débat et en vote au Parlement, de l'accord vers une autonomie de la Corse, et puis d'une vidéo un peu gênante pour tout vous dire, celle d'Amélie Oudéa-Castéra qui chante du Aya Nakamura. En 3 mots, ça donne Parlement, autonomie et puis gênance. On en parle dans un instant. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur ce que vous considérez comme du sadisme de la part de la Cour des comptes, monsieur le procureur. Oui, en fait, le débat, quand on me donne la chance d'intervenir, j'aime bien poser des questions. Parfois, je pose des questions parce que je connais un tout petit peu le sujet. D'autres fois, les questions que je pose sont clairement pour pallier mes ignorances. Et en l'occurrence, j'ai été frappé de voir que la Cour des comptes suggère 50 milliards d'économies supplémentaires, sinon on n'atteindra pas, on ne parviendra pas à baisser les 3% pour 2027. Ce qui m'intéresse, c'est la double question. D'abord, est-ce que cette prévision de 50 milliards d'économies supplémentaires est plausible, pertinente? Et deuxièmement, est-on vraiment obligé d'aboutir à moins de 3% en 2027? Je sais que nous avons des économistes, non pas pour les nuls comme moi, mais distingués, et j'attends leur réponse. Mais sur les 3%, oui, on a voté, vous comprenez bien, on se tire nous-mêmes des balles dans le pied. On a voté le retour de l'austérité aux européennes, d'accord ? Au Parlement européen. On a voté le retour des 3%, je rappelle cette règle, décidée quasiment sur un coin de table entre François Mitterrand et le chancelier allemand de l'époque. Donc après, non, mais la Cour des comptes, ce qui m'intéresse dans ce rapport, c'est bien sûr les économies qu'il faut faire, mais elle pointe une forme d'insincérité, elle dit trop optimiste.
mais elle pointe une forme d'insincérité. Elisabeth Lévy. Sur les prévisions. Excusez-moi, mais j'ai l'impression d'être au pays des dingues, dans une réalité alternative. La seule règle, si vous voulez, que personne ne peut contester, c'est que, si vous voulez, pour prospérer, il faut produire plus que ce qu'on consomme. C'est simple, c'est facile à comprendre pour un enfant de 3 ans. Si vous voulez. Or, ça fait 50 ans, comme l'a dit Philippe, qu'en réalité, nous vivons à crédit. Nous vivons parce que nous faisons la manche. Nous sommes dépendants, nous avons perdu toute marge de manœuvre. Pourquoi avons-nous détruit EDF? Parce que les Allemands l'exigeaient. Et pourquoi les Allemands peuvent l'exiger? Parce que le jour où les Allemands baissent le pouce, nous sommes la Grèce, pas l'Argentine. Nous sommes la Grèce. Il n'y a aucune raison rationnelle pour que des gens acceptent de payer pendant que les Français se les roulent. Non, c'est pas, d'abord, nous ne sommes pas la Grèce en termes d'heures de travail, nous ne sommes pas la Grèce en termes de puissance, mais on peut pas laisser, bon, dites ce que vous voulez, la Grèce c'est 7 millions ou 10 millions d'habitants, la France est la deuxième puissance économique de l'Europe. Moi j'en ai marre de ces comparaisons à l'emporte-pièce, ça ne veut rien dire. Nous ne sommes pas la Grèce. Non, nous ne sommes pas la Grèce, absolument pas. De toute façon, on en débattra tout à l'heure. On va s'engueuler après. Allez, on pourrait vous engueuler 2 fois plus. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont Parlement, autonomie et gênance. Le soutien de la France à l'Ukraine en débat au Parlement avec un vote favorable d'LR, du PS et des écologistes. Le RN va s'abstenir. LFI va voter contre le gouvernement. Ce sera notre 3e mot juste avant le grand débat des vraies voix. Un accord nocturne entre le gouvernement et les élus corses pour préciser les contours d'une future autonomie de l'île. Un pouvoir normatif lui sera reconnu dans la Constitution, puis précisé par une loi organique. Et puis cette petite séquence bien gênante, comme on les aime. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, chante Dja-Dja, la chanson d'Aya Nakamura devant les caméras de France 5. Enfin, disons qu'elle essaye de chanter Dja-Dja. Les vraies voix Sud Radio. 5 heures d'échange au ministère de l'Intérieur et un accord nocturne à la sortie. Le gouvernement et les élus corses sont tombés d'accord sur l'idée de faire entrer l'autonomie de l'île dans la Constitution. Elle pourrait édicter ses propres normes dans des conditions à préciser via une loi organique. Satisfait à la sortie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a tenu bon sur quelques grands principes. Une communauté historique, linguistique, culturelle, d'accord, mais pas question par exemple d'utiliser le mot peuple corse. Le gouvernement de la République a obtenu un accord forcément qui attend d'être confirmé par le Parlement, où il n'est fait mention d'aucune de ces lignes rouges qu'il avait fixées dès le début, ni le peuple, ni le statut de résident, ni la coefficialité de la langue. De son côté, le président autonomiste de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, salue un pas considérable. L'affirmation de cette autonomie d'abord, un pouvoir législatif ensuite. Maintenant, c'est vrai aussi que l'étendue et les modalités d'exercice, notamment de ce pouvoir législatif et ses déclinaisons dans le domaine foncier, linguistique, fiscal, relèveront de la loi organique. Donc si je devais employer une métaphore sportive, je dirais que ce soir, nous sommes en demi-finale. Il reste à gagner la demi-finale et la finale. Ça fait partie du combat démocratique que nous avons mené. Il reste que pour faire passer cette réforme constitutionnelle, il faudra aussi obtenir la majorité qualifiée des 3/5 dans les 2 assemblées. Or, le président du groupe LR majoritaire au Sénat, Bruno Retailleau, a d'ores et déjà dénoncé une boîte de Pandore avec cette autonomie qui consisterait, selon lui, à constitutionnaliser le communautarisme. Philippe Bilger. Je suis assez d'accord. On ne me permet plus de parler de Bruno Retailleau dans le jeu qui fait tout l'intérêt, mais là, je suis heureux. Je dis que je suis d'accord avec lui. Oui, moi, je continue à penser que il faut peut-être voir les choses autrement. Mon sentiment n'est pas que nous nous détricotons. Mon sentiment est que nous nous adaptons à une réalité. Et j'entends bien, la loi organique, elle va être très précise. Il ne s'agira pas d'avoir un code pénal corse ou un code fiscal corse. Je vois dans d'autres pays, je pense à l'Espagne, à l'Italie, ça fonctionne pas mal, cette forme d'autonomie des régions limitées. Elisabeth Lévy. Non mais moi je vous redis, je sais plus si on avait eu le temps ou si ça s'est perdu dans le brouhaha, mais moi je pense, si vous voulez, le problème c'est qu'au début on met des verrous, on dit il n'y aura pas ceci ou cela, et puis après, si vous voulez, et je vous donne l'exemple qui est bien, l'IVG entre dans la Constitution, le soir même, vous avez 2 militantes qui disent on ne veut plus de la clause de conscience. Donc si vous voulez, c'est ce qui est évidemment, et c'est exactement ça, c'est inacceptable. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la théorie de la, je sais pas quoi, pas de la
bande glissante, mais en bien. Vous voyez ce que je veux dire? On passe au deuxième mot, les filles. Deuxième mot, gênance. Amélie Oudéa-Castéra a voulu prendre la défense d'Aya Nakamura face aux caméras de France 5. Oui, la chanteuse attaquée depuis qu'il est question de la voir entonner du Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. Alors qu'à cela ne tienne, la ministre des Sports y a mis du sien pour la défendre dans l'émission C'est à vous. Amélie Oudéa-Castéra a même tenu à pousser la chansonnette. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper. Voilà, il y a du rythme, il y a de la vitalité. C'est ce que j'adore. La preuve que j'adore, puisque je connais la chanson. Enfin, pour ceux qui connaîtraient pas l'air de Jaja, c'est plutôt ça. Oh Jaja, y'a pas moyen. Voilà, vous l'aviez reconnu? Allez, pas minable. On peut essayer en duo. Alors Nakamura, Oudéa-Castéra. Sur l'interprétation de la ministre. Jaja, y'a pas moyen. Bon, les attaques en tout cas contre Aya Nakamura, on va y revenir plus tard dans l'émission avec votre tour de table Françoise, mais juste pour vous dire que les ministres régalent quand même en ce moment, puisque vendredi le 8 mars, Olivia Grégoire, la ministre des PME, s'enjaillait sur du Clara Luciani avec la musique sur son portable au pupitre à Matignon. Ah là ça craint. On l'a pas. C'est dommage. Je suis déçu. Mais non, mais peut-être que Françoise va nous la chanter. Allez, troisième mot, Parlement. L'Assemblée nationale débat et vote sur le soutien français à l'Ukraine. Avec un vote favorable qui se dessine avec le soutien d'LR et du PS et des écologistes. Le RN, par contre, va s'abstenir. Le LFI annonce voter contre. Le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole vers 16h30. Au moment de ce vote, les Français nous regardent. Des Français qui s'inquiètent de la situation. Des Français que la Russie menace, des Français qui tiennent à nos valeurs, à notre liberté, à notre démocratie et qui ont parfaitement compris quel danger les guettait si la Russie l'emportait. Évidemment, l'Ukraine nous regarde. Elle attend la confirmation et le signal de notre unité derrière elle. Nos partenaires nous regardent aussi. Ils ont répondu à notre appel, sont prêts à s'engager davantage pour l'Ukraine et attendent de nous de montrer l'exemple. Et je le dis, la Russie nous regarde aussi. Elle qui veut imposer la loi du plus fort. Elle qui veut nous diviser, elle qui veut mettre à bas nos principes et nos valeurs. Un vote attendu vers 20h à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et dans un instant, le grand débat du jour, un débat suivi d'un vote non contraignant est prévu ce mardi donc à l'Assemblée nationale concernant la stratégie française d'aide à l'Ukraine. Avec cette question, Philippe. Oui, et tout d'abord, Macron a-t-il raison d'offrir un soutien indéfectible à l'Ukraine? Alors parlons vrai. Est-ce qu'on n'est pas dans la posture avec ce débat sur l'Ukraine qui est purement consultatif? Est-ce que la France n'a pas montré ses limites en affirmant qu'elle n'enverrait pas de troupes au sol? Y a-t-il quelques petites visées électorales à moins de 3 mois du scrutin européen? Et à cette question, Macron a-t-il raison d'offrir un soutien indéfectible à l'Ukraine? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Eugène Berg est avec nous, ancien ambassadeur et auteur de ce livre, l'Ukraine, février 2023, les racines du conflit, son impact sur les démocraties, aux éditions Hémisphère. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Faut-il faire un chèque en blanc à Volodymyr Zelensky? Écoutez, d'abord, petit point d'histoire, le 12 mars 1947, le président Truman faisait une grande déclaration, il annonçait le début de la guerre froide. Alors il est sûr que le discours prononcé aujourd'hui ne rentrera pas dans les annales de l'histoire comme annonçant une nouvelle guerre froide. Il n'est pas du même niveau, il n'est pas du même dramatique. Donc cela dit, il est évident que c'est un choix important qu'a pris le président de la République, d'une manière, j'allais dire, en avant-garde. En langage footballistique, il est un peu hors jeu, quoi. Il s'est mis devant alors que l'équipe était derrière. On en parle tout de suite. Si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur, on revient dans un instant. On fait une petite pause. Et 0826 300 300, vous voulez partager et commenter ce débat, vous êtes les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours avec Philippe David. Il y a un truc qui ne va pas dans cette phrase. Un plaisir de vous retrouver avec Philippe David. Alors, pourtant, ça me semblait être un pléonasme. Oui, ça paraît immédiat. Plaisir, Philippe David, ça va ensemble en fait, en vérité. Absolument. Non, mais moi, mais c'est. Non, mais je crois qu'il va falloir un coach moralité sur ce plateau, dans ce studio. Mais vous êtes aigriarde, Elisabeth. Je parlais du plaisir intellectuel. De la joie. Pourquoi est-ce que vous pensez que des histoires de fesses, en fait, c'est bizarre. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est bizarre. Qu'est-ce qui vous arrive? Les amis, on a un ambassadeur qui nous attend. En tout cas, Elisabeth Lévy est avec nous. On dit votre excellence. Exactement. Merci, absolument. Françoise Degois, attention, et Philippe Bilger, bien entendu. Allez, c'est tout de suite le grand débat du jour. Les
vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonsoir, cher Volodymyr, je veux ici redire que la France continuera de soutenir l'Ukraine dans la durée. J'ai redit notre totale opposition à l'engagement de troupes au sol. Lorsque l'intégralité des pays européens et les Américains eux-mêmes vont à l'encontre de la déclaration d'Emmanuel Macron. L'escalade dans laquelle est engagé Emmanuel Macron est une voie irresponsable, dangereuse, qui inquiète les Français. Je suis opposé à l'idée que la France cherche à être en quelque sorte le leader du camp de la guerre. C'est le sens de l'accord que nous avons conclu et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Et donc l'Assemblée nationale débat en ce moment même sur le soutien de la France à l'Ukraine. Débat suivi d'un vote à l'initiative d'Emmanuel Macron, mais la séquence s'annonçait assez houleuse dès le départ. Les oppositions de gauche et de droite reprochent au chef de l'État le ton martial de ses dernières déclarations. Alors parlons vrai, est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu dans la posture sur l'Ukraine, vu qu'on a annoncé qu'on n'enverrait en aucun cas des troupes au sol? Est-ce que la France n'a pas montré ses limites de poids diplomatique? On le disait, nos alliés nous ayant un peu laissé de côté. Y a-t-il quelques visées électorales pour diaboliser les adversaires politiques à 3 mois des européennes? Et à cette question, Macron a-t-il raison d'offrir un soutien indéfectible à l'Ukraine? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Eugène Berg est avec nous, ancien ambassadeur et auteur de l'Ukraine, février 2023, les racines du conflit, son impact sur les démocraties aux éditions Hémisphère, Maisonneuve et La Rose. Et puis vous avez écrit aussi La Russie pour les nuls aux éditions de First, et on va en acheter de plusieurs en tout cas, exemplaires pour nous autour de la table. Monsieur l'ambassadeur, on vous souhaite la bienvenue. Voilà. Philippe Bilger. J'ai eu la chance avec Françoise tout à l'heure d'écouter la plus grande partie du discours de Gabriel Attal, et sérieusement le constat qu'il a fait, et en particulier sur la responsabilité exclusive de la Russie dans l'attaque, dans l'agression et dans les conséquences délétères, mortelles pour beaucoup de gens de cette offensive contre le droit international, ont été limpides. Moi, j'ai un étonnement et une question. L'étonnement, quand j'entends l'enflure des concepts historiques, on parle de Daladier, on parle de Munich, on parle d'Hitler, on utilise un langage guerrier qui nous renvoie aux pires heures de notre histoire, et en même temps, on sait bien que on n'enverra jamais pour l'instant des troupes au sol. Je trouve qu'il y a un peu un hiatus entre l'indignation et l'épopée verbale qu'on nous développe, et en définitive l'acceptation d'un secours limité à l'Ukraine. Et mon interrogation, c'est que se passera-t-il si demain, malheureusement pour l'Europe, Poutine l'emporte? Que fait-on à ce moment-là? Elisabeth Lévy. Alors moi, deux choses. La première, je suis désespérée par la teneur du débat. Les criaillements unanimes, si vous voulez, comme les ritournelles de irresponsables, va-t-en guerre, etc., qui ont accueilli la déclaration de Macron, me tapent autant sur les nerfs que les Munichois fascistes, Munichois lâches, lancés par la Macronie à ses adversaires. Il me semble qu'on a le droit de comparer, en fait. On peut comparer, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il y a certainement des éléments comparables, et il y a un élément comparable avec Munich, c'est que nous sommes absolument pas en état, de toute façon, quoi qu'il en soit, de faire une guerre. Donc, et d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'a dit Emmanuel Macron au départ. Mais je reconnais, je m'arrête après, le résultat de toute cette brillante manœuvre d'Emmanuel Macron, qui, moi, ne me semblait pas de dire à son adversaire on n'exclut rien, ça ne me semble pas de mauvaise, voilà. Mais le résultat de toute cette brillante manœuvre, c'est que maintenant les Russes savent qu'il n'y aura pas un soldat. Ils peuvent donc dégager les divisions qu'ils avaient prévues pour attendre d'éventuels problèmes avec les autres Européens et les envoyer sur le front ukrainien. Françoise Degois. Moi, je trouve qu'on est trop binaire, effectivement. Je rejoins Elisabeth. C'est insupportable, l'accusation de Munichois. Je rappelle d'ailleurs, et tout le monde l'a en mémoire, cette accusation, elle a déjà été portée au moment de la guerre en Irak. Oui. Elle est portée à travers les décennies. Il y a toujours les conflits Munichois, en plus, avec tout ce qu'on sait vraiment de cette question-là, et notamment de Daladier, qui était complètement opposé et qui a quand même signé. Donc ça, c'est le premier point. On n'était pas en état de faire autre chose. Moi, je dis pas ça. Moi, je dis que je me pose la question. J'entends le camp de la paix, j'entends le camp entre guillemets de la guerre. Je pense que c'est pas aussi simple que cela. Non. Nous avons un front, une défense contre Vladimir Poutine, qui
autour de cette table, qui dans les ambassades, qui au Quai d'Orsay, qui à la chancellerie, à la Farnesine en Italie, est capable de me jurer que Vladimir Poutine, aujourd'hui vainqueur en Ukraine, ne va pas passer par la Transnistrie, ne va pas envahir la Moldavie et va s'arrêter là. Oui, mais personne ne peut jurer que c'est le vrai aussi. Le problème, c'est qu'on peut pas savoir. Je pose une question simple. Le pacifisme aujourd'hui me paraît être tous les prétextes qui sont pris pour limiter l'aide à l'Ukraine me paraissent être vraiment des billevesées, des choses dangereuses. Eugène Berg, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur, auteur de l'Ukraine février 2023, les racines du conflit, et la Russie pour les nuls. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans cette affaire, on met beaucoup de morale, mais que la politique étrangère, ça ne se fait pas avec des bons sentiments? Tout à fait. Bon, d'une part, le débat auquel on a vu, les hémicycles étaient assez peu remplis. Il y avait que la moitié des députés. Donc la représentante nationale n'était pas présente. Alors vous savez comme moi qu'on ne vit pas en pleine démocratie parlementaire, puisque le vote... le gouvernement n'engage pas sa responsabilité et donc c'est le président de la République qui décide en quelque sorte. C'est même pas le gouvernement. Alors que par exemple au Bundestag, c'est l'Assemblée qui doit décider de l'envoi des Taurus et Scholz ne veut pas. Bon, ça c'est quand même une remarque. Alors vous avez raison. Moi j'explique ça. On est dans une situation d'impuissance, de blocage de cette malheureuse guerre. On n'a pas le temps de décrire les causes, le cheminement, je l'écris longuement. Disons que c'est pas 100% noir, c'est pas 100% blanc. Il y a des difficultés, les accords de Munich n'ont pas été pleinement appliqués, ça a été vite. L'extrême droite ukrainienne a empêché Zelensky de donner une autonomie au Donbass. Il y a un enchaînement. Les accords de Minsk, vous voulez dire. Les chiens de la guerre se sont déchaînés. Alors maintenant, on est là. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans la revue Conflit, là, il y a quelques semaines, où je dis que présentement, l'Ukraine ne peut pas remporter la guerre, c'est-à-dire récupérer tous les territoires avant 91 et même avant le 24 février. Elle n'a pas les moyens en armement, que regardez, c'est pas 60 F-16 qui vont renverser la balance. Ils les ont pas encore. C'est pas quelques chars, ils les ont pas encore. Et donc, et même, j'ai été à une conférence il y a quelques semaines, enfin quelques jours, j'ai montré aux gens qui étaient très va-t-en-guerre, enfin qui croyaient qu'il fallait absolument armer et qu'on pouvait gagner. Vous savez, l'Ukraine, c'est 31 millions d'habitants. Eugène Berg, les vraies voix ont des questions à vous poser. Elisabeth Lévy. Pardon. On fait jamais vraiment, on fait pas la guerre seulement pour des valeurs, si vous voulez, jamais, nulle part. On fait la guerre quand nos intérêts vitaux sont menacés. En signant un traité d'alliance militaire qui devrait fonctionner jusqu'à ce que l'OTAN prenne le relais, nous nous engageons, si vous voulez, si l'Ukraine est attaquée, allez nous battre aussi. Alors c'est bizarre parce que l'Ukraine est déjà attaquée. La question c'est est-ce que nos intérêts vitaux sont menacés? Et est-ce que, je trouve la question de Françoise extrêmement pertinente, qu'est-ce qui vous garantit que Poutine, qui n'est pas Hitler évidemment, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il s'arrêtera à l'Ukraine? Eugène Berg. Écoutez, d'abord, le traité, à ma connaissance, ne porte pas sur la défense de l'Ukraine. Il est là pour pérenniser à long terme une aide en matériel, financière et en formation. Voilà. C'est pas le fameux article 5 ou 47.1 de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, donc il n'y a pas une obligation morale et même pas juridique de venir assister à l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN maintenant. Et voilà pourquoi on lui dit oui, mais attendons. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est évident que ce n'est pas notre intérêt vital. Parce que l'intérêt vital, c'est un débat très compliqué qui porte sur la force de frappe. Vous savez que Marine Le Pen voudrait mettre dans la Constitution le fait que la dissuasion fait partie du patrimoine national. Ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser l'arme nucléaire pour sauver l'Allemagne ou sauver la Pologne, en quelque sorte, défendre en cas d'attaque. Ça, c'est ce qu'on appelle la dissuasion élargie. Et ça, il y a un grand débat. Françoise, n'a jamais été. Françoise Degois. Monsieur l'ambassadeur. Allez-y, pardon, allez-y.
Et là, c'est très important. Sur nos c'est là, le vrai débat est là. Sur nos interrogations, je voudrais juste vous dire quand même, sur la Russie, il faut quand même préciser que si l'Ukraine ne veut pas gagner la guerre, la Russie, finalement, est assez fragile parce qu'elle n'a récupéré depuis le début de la guerre que 20% du territoire ukrainien. Vous êtes d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui, non, mais attention. Attendez, je termine. Sur nos intérêts-vitaux, vous savez très bien que si, par exemple, la Russie, c'est pour ça que la bataille autour de la mer Noire est très, très dense, parce que vous savez très bien que l'ouverture sur les ports et le transit, par exemple, des céréales, vous savez très bien que si la Russie met la main sur les céréales ukrainiennes, vous savez très bien que ça nous impactera sur nos intérêts vitaux. Je parle même pas de l'énergie. Là, je parle du blé. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, parce que l'Ukraine a gagné, elle a détruit une grande partie de la flotte de la Sébastopol et de la mer Noire. C'est vrai. Et si vous avez la carte, ils sont plus à Sébastopol, ils sont à Novorossiysk. Et de l'autre côté, qui est au nord de Sochi. Sur les intérêts vitaux, je veux dire par là qu'il y a une menace réelle et un impact réel sur la vie des gens. Vous pouvez pas le nier. Non, pour l'instant, non. Si effectivement l'Ukraine est battue complètement, Odessa devient russe et il n'y a plus d'Ukraine en quelque sorte souveraine, là effectivement 30% des exportations mondiales du blé sont dans la Russie et ils pourront manipuler. Mais déjà, vous savez, le débat est compliqué. On dépend des uns des autres. Il y a un problème, par exemple, que personne ne pose, c'est le problème nucléaire. Vous voyez, la Russie possède 50% des capacités d'enrichissement de l'uranium. Une grande partie de l'uranium enrichi dans les centrales américaines viennent de Russie. C'est la même chose pour la Tchéquie. Eugène Berg. Donc, on dépend de la Russie déjà. Monsieur l'ambassadeur, une question toute simple. À votre avis, y aurait-il une politique alternative par rapport à celle que mène depuis le début le président de la République à l'égard de l'Ukraine et de la Russie? Une réponse courte, s'il vous plaît, parce qu'on partira au 0826 300 300. Une réponse pour les nuls. Vous savez, difficile. Non. Je veux dire que il aurait fallu négocier en amont, ce qui n'est pas possible. Et maintenant, le problème qui va se poser, mais c'est un peu prématuré, c'est-à-dire que dans 6-7 mois, si on est dans la même situation, eh bien, on verra que nos investissements n'ont mené à rien, il faudra négocier. Mais comme on n'est pas prêt mentalement, spirituellement, c'est ce qu'a dit le pape François, et tout le monde lui est tombé dessus, en disant, c'est là le dilemme. Vous savez, est-ce qu'on négocie maintenant, quitte à sauver encore une partie des meubles, les nôtres et ceux de l'Ukraine, ou on continue à croire que l'Ukraine pourra gagner ou être en meilleure position? C'est pratiquement le pari de Pascal. On y croit, on n'y croit pas. Rendez-vous dans 6-7 mois, on est là. Et malheureusement, personne ne peut trancher. Allez, on fait les réagir. On est toujours dans la même situation. On fait réagir, monsieur l'ambassadeur, 0826 300 300 avec David qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir David. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. On vous écoute David. Allez-y. Oui, non, on est sur un débat qui est compliqué parce qu'on peut pas, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, comme vos invités l'ont déjà dit, et on peut être opposé aux accords que veut signer, que veut imposer M. Macron, tout en condamnant l'attitude de M. Poutine, parce que c'est là où ça devient compliqué, parce que de tout mettre dans la balance, et le soutien militaire, le soutien économique, l'entrée dans l'Union européenne, l'entrée dans l'OTAN, tout mélanger, c'est là où on s'en sortira pas, et je pense que à un moment donné, la Russie, frontalement, on n'a pas les moyens, et comme le disait M. l'ambassadeur, je pense pas que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Par contre, je pense que comme l'a fait la Russie envers la France, en Afrique et dans d'autres régions du monde, c'est sur les flancs qu'il faut s'attaquer à la Russie. Il faut l'attaquer là où ça fait mal, côté économique et autres, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, etc. Et pas chercher du frontal qu'on sait qu'on ne peut pas mener. Alors, monsieur l'ambassadeur, pour répondre à David en 1 minute. Vous savez, attaquer la Russie par les flancs en Afrique, on a perdu le Sahel, je ne vais pas revenir là-dessus. On a perdu la bataille économique aussi. Dans tous les pays. Et les flancs, c'est quoi? La Russie exporte son pétrole, 25% de notre gaz, pas le français, il vient encore de Russie, parce que le gaz liquéfié n'est pas encore, il va être banni en 27, on achète de l'uranium, on achète du titane, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la Russie, pour l'instant, économiquement, elle tient. On peut dire, on peut dire qu'elle vend son pétrole, franchement, à l'Inde, qui le raffine, et nous le revend à nous. Alors, soyons clairs, bien sûr, quand même. Et la Chine fait la même chose. Donc, vous voyez que les flancs, et en même temps, je disais tout à l'heure, il y a une espèce de nouvel empire mongol qui se crée,
c'est ni une alliance militaire, mais c'est une convergence entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, qui se rencontrent et qui maintenant convergent. Et regardez ce que font les Houthis. Les Houthis sont armés par l'Iran. C'est des espèces de paysans avec ça. Eh bien, ils ont mis la main sur 20% du commerce mondial. 60% des exportations de la Chine exportation de la Chine vers l'Europe passe par la mer Rouge, et les Chinois font rien. Et également les Iraniens. Donc, vous voyez, c'est notre monde qui est aussi vulnérable. C'est l'Occident global qui pense qu'il a la vérité pour lui, qu'il a les intérêts, mais il faudrait un peu qu'il en rabatte intelligemment et qu'il s'ouvre aux autres. Ils ne disent pas, moi j'ai la vérité, j'ai mes valeurs, et il faut discuter. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Viendra peut-être un jour où ça sera opportun. Malheureusement, l'heure n'est pas venue. L'heure de la vérité n'a pas encore sonné, et il y aura encore beaucoup de drames, de destruction. Et l'homme est irrationnel. Il est porté par des passions, des intérêts, et il se rencontre après, mais après, il est trop tard. Merci beaucoup, monsieur. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je sais pas, mon petit doigt me dit que les vraies voix aujourd'hui vont passer un sale moment. Oui, il est fort ce David, il est fort ce David. Je sais pas. Nos commandos sont à sa porte. Comme ça. Est-ce qu'on a son adresse à David? Oui, justement, t'inquiète pas. Notre brigade est déjà là-bas. En revanche, il a la vôtre. Voilà. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois, Elisabeth Lévy, le trio infernal, bien entendu, qu'on adore en plus. C'est ça qui est gênant, mais c'est ça, on ne peut pas s'en passer. C'est ça qui est, c'est pas dur. votre honneur. David est avec nous de Toulouse. David, vous êtes prêt? On y va? Oui, prêt. Bon, attention, si ça sonne, si ça sonne, c'est Elisabeth. On envoie du bois. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est une question, qui c'est qui l'a dit? On démarre directement avec vous, David, puisque vous devez répondre en premier. Ce sont 2 points pour vous. Aya Nakamura ne chante pas en français. Mario Maréchal. Bonne réponse de David. Fort, ce matin, elle a dit ça. Il est fort. Qui c'est qui l'a dit? Volé qui va le voir. Qui c'est qui l'a dit? Ce coup-là, c'est à 3 points. Le RN et les Insoumis doivent cesser leur double jeu. Lescure, non. Eric Ciotti? Non. Olivier Marlesque? La ministre, c'est le Cornu. Bonne réponse, le Sébastien Lecornu. C'est moi, C'est effectivement Sébastien Lecornu, ministre des Armées. 3 points, tu as bien mis 3 points. Oui, 3 points. mais je sais compter jusqu'à 3, vous Non, inquiétez pas. parce que Ménibus... Calmez-vous, Tornado, calmez-vous. Question, qui c'est qui l'a dit à 1 point sur Emmanuel Macron? C'est un trouillard zoologique. Medvedev. Bonne réponse de David. Bravo. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Pour répondre à Valérie Hayé. Il faut arrêter le délire, on n'est pas à Munich en 1938, mais en France en 2024. Ciotti. Non. Roussel. Non. Mélenchon. Non. Il est tête de liste. Ah bah c'est Bellamy. Qui a dit Bardella? Mais non, c'est Bardella. Mais non, vous avez dit Bellamy. Mais non, mais vous avez dit la mauvaise foi. Mais c'est Bardella. Mais il a dit Bellamy, il dit j'ai dit Bardella. Non, mais c'est qui? Excusez-moi. J'ai dit Bardella. On va écouter la bande. Bardella. Il a dit Bardella. Non. Alors là, c'est ma faute. C'est une alliance mafieuse. Écoutez, je ne mets de points à personne vu la dérive que prend cette émission. Et est-ce que tu pourrais envoyer tes commandos chez Ménibus là? Parce que là, je trouve qu'il va falloir faire quelque chose là. Allez, qui c'est qui l'a dit? Excusez-moi, c'est pas de ma faute si vous n'avez pas d'oreille. Qui c'est qui l'a dit? David, question à 3 points. Emmanuel Macron joue avec des allumettes quand vous avez validé les principes portés par l'extrême droite et que vous dites attention, ils sont trop dangereux. Qui vous croit? Personne. David. Bompard. Non. Mathilde Panot. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est un autre parti. Olivier Faure. Bonne réponse de Françoise Devois. Elle marque 3 points. Pourquoi il fait des phrases si longues? Je suis d'accord, c'est long. Hein. Qui c'est qui l'a dit 3 points, mon cher Il David? est fort, ce David. Ça n'est pas le patient tout seul qui peut décider de mettre fin à sa vie. David. Elle vient d'arriver. Catherine Vautrin. Dati. Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, oui. Normalement, vous deviez laisser répondre David d'abord. Il a dit Dati. Il a répondu en même temps. D'accord. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Je ne soutiens pas l'entrée de l'Ukraine dans l'UE aujourd'hui.
Ciotti. Bonne réponse de David. Il est fort, on est à combien qui vous met, là. Non, c'est moi 9 qui pour gagne. Françoise, 6 pour David et Elisabeth et Philippe Bilger, c'est perdu de vue. 0 la tête à David, Coton. on a gagné. Bravo. Bah, David, on peut gagner. Philippe, ça fait mal au sein, mais disons-le. Bravo Françoise. Ça laissait gagner l'invité. Est-ce que tu peux dire bravo Françoise Ou ça t'écorche vraiment? Ça n'y arrivera pas. Ça vous écorche? Non, mais ça vous écorche. J'ai dit hier, ma chère Françoise, que je gagnais le lundi et le vendredi. Non, mais vous exagérez. Françoise, laissez au moins David vous féliciter. David, moi qui vous félicite, David. Voilà. Mais même ça, elle peut pas. Et je vous dis à bientôt autour d'un gâteau à la broche avec Philippe. Avec des mouchettes. Et d'une mongettado. Non, mais attendez, moi je sens un axe. Attendez, excusez-moi, David. C'est moi qui. Je vous soutiens depuis tout à l'heure et vous dites avec Françoise et Philippe David. Mais toi aussi, t'es invité permanente. C'est d'office. C'est d'office. Là, d'accord, on est amis. Voilà. Je vous embrasse très fort, David. Je vous embrasse à tous, moi aussi. On vous embrasse. Allez, bisous et bon retour à Adichat. Toulouse. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Vite fait avec Philippe Bilger. Trump ne surprendra personne. Elisabeth Lévy. Les 20 ans de la loi de 2004. Et Françoise de Gore. Je vais défendre Aya Nakamura, même si je comprends pas tout ce qu'elle chante. Allez, on va s'entraîner hors antenne. À tout de suite. Bienvenue, c'est les vraies voix. Partir à la maison, si vous le voulez bien, avec cette étude selon laquelle près d'un cadre sur deux préférerait démissionner plutôt que de renoncer au télétravail. On a pris un peu l'habitude ces dernières années. Eh ben, on en parle dans un instant. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule parce que j'en ai marre qu'en 2024, on nous ressorte la Seconde Guerre mondiale à toutes les sauces dans le débat politique français. Ça a commencé samedi avec Valérie Hayé, faisant le parallèle entre Daladier et Chamberlain d'un côté, Marine Le Pen et Viktor Orban de l'autre. Bref, une comparaison n'ayant pas le moindre début de cohérence historique, j'allais dire d'intelligence, sauf pour faire le parallèle avec les accords de Munich, histoire de bien nazifier ses adversaires, point Godwin numéro 1. Ça a continué dimanche avec Fabien Roussel, osant faire le parallèle entre le ghetto de Varsovie et Gaza. J'aimerais que Fabien Roussel nous apprenne combien de nazis avaient été tués par les juifs avant de la liquidation du ghetto. Après ce parallèle immonde, le patron du PCF s'est fendu une lettre d'excuse qui n'enlève rien à l'ignominie du propos, point Godwin numéro 2. Bref, aujourd'hui on balance tout et n'importe quoi sur la Seconde Guerre mondiale au visage de ses adversaires politiques sans retenue ni pudeur. On a bien changé d'époque, personne n'ayant jamais reproché à Mitterrand sa Francisque reçue en août 43, ni Maurice Thorez, le patron du PCF, pour sa désertion dès octobre 39 suite au pacte germano-soviétique. Alors aux adeptes des parallèles historiques douteux, un message: pour grimper au cocotier, il faut avoir le cul propre et surtout un minimum de culture générale. Je suis absolument d'accord avec vous, Philippe, là-dessus. Et il y a un paradoxe tout de même. En même temps, une grande logique derrière ce paradoxe, c'est le fait que dans la mesure où la culture historique n'est plus fondamentalement, n'est plus substantielle, n'est plus très riche, on l'utilise de manière sommaire et simpliste pour opposer des pans de l'histoire, parce que tout simplement on n'est plus capable de voir les infinies nuances qui existent dans toutes les périodes historiques. Elisabeth Lévy, je ne suis pas d'accord dans le micro. Je suis pas d'accord avec vous sur deux points. D'abord, je pense que comparer en histoire, c'est la base de toute démarche historique. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe, c'est la même chose. Moi, je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, un des éléments, par exemple, de comparaison avec 38, c'est que notre armée n'est pas prête, quoi qu'il en soit. Notre impuissance, et ça ne veut pas dire que Poutine est Hitler. Vous pouvez avoir des traits communs qui sont l'impérialisme, pour autant, Poutine n'a pas une idéologie exterminationniste. Donc on a le droit de comparer, ça veut dire dresser les différences et les ressemblances. Là où je vous suis, si vous voulez, c'est que cette affaire d'Hitler, évidemment instrumentalisé depuis des années tout le temps, parce que Hitler est partout, tout le temps, depuis qu'il a été défait, il n'a jamais été aussi vivant à en croire les uns et les autres. Donc, on rencontre pas tous les matins un combat qui est un peu celui du bien et du mal face au nazisme, mais n'interdisez pas la comparaison historique. Allez, il reste très peu de temps. Je suis d'accord avec Elisabeth, je pense qu'il y a des mécaniques qui sont communes. Qu'est-ce qu'on voit? Alors vous dites on n'est pas prêt au niveau de l'armée, on voit aussi une lâcheté, une médiocrité du personnel et des démocraties à l'époque de Munich, et on voit aussi l'appel des Sudètes. Donc on peut comparer l'appel des Sudètes à l'appel des Russes du Donbass. Donc moi je vous trouve un peu... C'est pas la même chose, mais je pense que les mécaniques sont les mêmes, en fait. Merci.
En fait, on peut les comparer, pas dire que c'est les mêmes. Allez, moi, je pense qu'il faut distinguer ça. Mathieu, vous avez la parole. Direction la maison et plus précisément le bureau, à moins que vous préfériez la table de la cuisine. On va parler du télétravail. Le télétravail qui semble être entré dans les habitudes, un point difficile à imaginer il y a 4 ans encore, avant le Covid. Près d'un cadre sur 2, 45% préférerait démissionner plutôt que de renoncer à ses jours télétravaillés. C'est le résultat d'une étude de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Bonsoir Emmanuel Kahn. Bonsoir. Responsable du pôle études de l'APEC, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vrai que c'est un chiffre qu'on aurait eu du mal à imaginer avant 2020, ça. Près d'un cadre sur 2 qui préférerait démissionner plutôt que renoncer au télétravail. C'est vrai, c'est une pratique qui s'est vraiment installée suite à la crise sanitaire, qui est très largement appréciée par les cadres. Et dans leur écrasante majorité, les cadres ne veulent pas d'un retour en arrière, à tel point, comme vous dites, que nombre d'entre eux seraient prêts à démissionner si leur entreprise devait remettre en cause le télétravail. Et pour pérenniser ce télétravail, justement, ils identifient des pistes d'optimisation, mais on y reviendra peut-être. Ils sont une majorité à télétravailler, c'est pas du 100% télétravail, c'est au moins un jour par semaine, quoi. Oui, c'est plutôt du travail hybride. C'est le modèle le plus généralement répandu auprès des cadres. Une grande partie qui travaille entre 1 jour et 4 jours par semaine, environ 2 tiers des cadres. Et finalement, ils ressentent ça comme un acquis plus qu'une option aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'ils y tiennent et c'est important pour les entreprises de l'entendre dans cette période de tension, de difficulté de recrutement. C'est un vrai sujet pour rester dans son entreprise. On l'a dit, il ne faudrait pas que les entreprises reviennent en arrière. Sous peine de quoi on pourrait quitter son entreprise, mais c'est aussi un vrai sujet d'attractivité, c'est-à-dire que pour rejoindre une nouvelle entreprise, nombre de cadres n'envisagent pas de le faire si cette entreprise ne propose pas de télétravail. C'est intéressant, moi je trouve, parce que je connais un certain nombre de gens qui travaillent à la Défense, par exemple, et qui ont complètement changé leurs habitudes de vie dans les boîtes financières ou dans les grandes boîtes. Je pense à Deloitte, à Grant Thornton, etc. Et ils travaillent tout aussi bien, mais ils ont gagné en qualité de vie. Je trouve que c'est un acquis social. Alors que d'autres disent qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont perdu le lien social. En tout cas, on parle des cadres là, des cadres et des cadres sup. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de plus favorable. Ceux qui seraient prêts à démissionner, c'est quand même probablement ceux qui sont à peu près sûrs de retrouver un job le lendemain matin. La compta et la finance, c'est vrai. Vous voulez pas démissionner, Philippe David? Cela vous fait rêver quand même. Vous voulez vous débarrasser de moi. C'est qu'à la radio et à la télé, on ne peut pas télétravailler. Si, on l'a fait pour le confinement. On l'a fait à la télé, on ne peut pas télétravailler. Mais c'est tellement mieux de se retrouver. Même à la télé, on a fait plein de vidéos. Les gens intervenaient en vidéo. En tout cas, Emmanuel Kahn, nous sommes 4-4. Les plus jeunes ont quand même quelques bémols. Ah oui, alors les plus jeunes sont très favorables au télétravail, ils y voient clairement plus d'avantages que d'inconvénients, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont quelques inquiétudes par rapport à ce travail hybride dont on parle, notamment sur l'impact que le télétravail peut avoir sur leur évolution professionnelle. C'est un sujet particulièrement important aux yeux des jeunes cadres en début de carrière, qui sont plutôt en bas de l'échelle et qui veulent voir leur rémunération et leur responsabilité augmenter. Et 37% d'entre eux craignent que le télétravail puisse leur faire rater des opportunités professionnelles. C'est plus élevé que le 27% pour l'ensemble des cadres. Clairement, il y a une inquiétude à ce sujet-là et une envie qu'on optimise le télétravail à la fois pour qu'il y ait davantage d'interaction, de cohésion, qu'il y ait qu'on facilite la séparation vie professionnelle, vie personnelle, qui peut poser parfois problème, mais aussi qu'on fasse en sorte que le télétravail ne vienne pas limiter les possibilités d'évolution professionnelle, particulièrement chères aux jeunes. On ne peut pas tout avoir, il y a un moment donné à faire choisir. Merci beaucoup Emmanuel Kahn d'avoir été avec nous, responsable du pôle études à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Merci Félix Mathieu, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Trump ne surprendra personne. Elisabeth Lévy. Les 20 ans de la loi sur la laïcité. Et Françoise Degois. Pouki Pouki dans le side. Ayana Nakamura. Je comprends de mieux en mieux les paroles et je vais la défendre. Ayana Nakamura est dans la place, mesdames et messieurs. Il va pleuvoir, Rémi André. Ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr que c'est tempête. À tout de suite. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. On espère que vous avez passé une très bonne journée. Petit point positif, demain ce sera un petit peu le printemps. Bon, voilà, c'est ce qu'a dit Rémi André. Attendez, pour le moment, les prévisions sont valables jusqu'au moment où je vais chanter Ayana Nakamura. Donc là, demain, ça c'est
défendre demain. C'est ça, Et c'est sûr. de même que notre audience. Non, en revanche, vous avez raison, Elisabeth Lévy, ça peut très bien fonctionner en best-of ou en buzz ou voilà. Voilà, ça veut très, voilà. Vous allez chanter ça va nous avec moi, ridiculiser. David Non. Non, mais attendez, Françoise, débrouillez-vous, hein, vous voulez chanter. Assumez. Lâchez-vous, allez tout de suite le tour de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. L'artiste, ce sera après Philippe Bilger. Hein. Attendez-vous. Chauffez-vous de votre voix, Françoise. C'est pas très compliqué. Hein. Boogie dans le style. Oh là là, mon Dieu. Oui, Philippe Bilger, c'est à vous. je peux y aller. Alors, je vais tomber, mon cher Philippe, dans la perversion que vous avez dénoncée dans votre coup de gueule. Je vais faire une comparaison totalement discutable entre Hitler et Trump. Ce qui m'intéressait dans Hitler, c'est le fait que lorsqu'on lisait Mein Kampf, personne n'a cru ce qu'il... Personne ne l'a lu, très peu de gens l'ont lu. Oui. Ceux qui l'ont lu n'ont pas cru aux menaces qu'il formulait dans ce livre. Et d'autre part, on n'imaginait pas à l'époque qu'il viendrait au pouvoir. Donc les horreurs qu'il annonçait, on ne les a pas du tout projetées dans le réel. Trump, c'est pas du tout comparable, mais je suis frappé de voir à quel point il nous dit clairement tout ce qu'il fera, et il a de fortes chances d'être réélu. Il nous annonce qu'il ne donnera plus un sou pour l'Ukraine, et d'autre part qu'il graciera tous les émeutiers du Capitole. Ces deux points qui ne sont pas négligeables du tout, mais on ne sera pas surpris quand il sera réélu. Françoise Degois. Je suis pas du tout d'accord avec vous parce que toute la stratégie de Trump pendant son gouvernement et puis pendant sa conquête du pouvoir a consisté à dire des choses et à ne pas les faire. Et c'est une stratégie qui est très bien travaillée. Je vous renvoie à plein de papiers, un excellent documentaire sur ce qu'on appelle la stratégie du fou. La stratégie du fou, c'est une stratégie qui était utilisée déjà par Richard Nixon, c'est-à-dire on monte très haut dans l'escalade verbale, on dit des choses extrêmement provocatrices, extrêmement lourdes, extrêmement dures, très cow-boy en plus, parce que ça c'est la tradition américaine. J'en ai une plus grosse que la tienne, en fait, en gros c'est ça. Non mais c'est ça. Avec Kim Jong-il, avec le leader de Corée du Nord, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement, c'est uniquement sexuel, c'est ma quéquette est plus grosse que la tienne, et à la fin, ça se termine 3 semaines après, tout le monde se serre la main. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a ce que dit Trump, effectivement, et il y a ce qu'il fait, et c'est assez souvent différent. La réponse d'Elisabeth Lévy après l'analyse phallique de Françoise Degois. Je suis assez d'accord, ce que j'ajoute, c'est justement ce qui distingue Trump par rapport à... il y a bien d'autres choses, mais sur ce plan-là, si vous voulez, c'est que Trump, et c'est ça qui me gêne en fait, c'est qu'il a une façon de faire de la politique où il pense qu'on peut dire aux gens n'importe quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Je pense que sa politique est beaucoup plus sage que lui. Oui. Mais ça nous donne une idée ici que nous n'avons pas encore. Je ne suis pas sûr qu'elle ne viendra pas de la politique, qui est on peut dire n'importe quoi pour gagner, pour faire du buzz, pour ceci, pour cela. Ça importe peu. Et je crois que ça va quand même avec une baisse grave du niveau intellectuel de nos sociétés. Mais je ne suis pas d'accord avec vous deux, parce que lors du premier mandat, il a mis en œuvre des choses qu'il avait peu ou prou annoncées sur le plan de la politique internationale. Oui, mais on n'a pas dit qu'il ne faisait... Là, on parle de tout ce qu'on appelle les tromperies, en quelque sorte. Toutes ces foucades, ces trucs... Ah oui, sur les murs, déjà. Pour le reste, de quoi vous parliez, moi, je suis sûr que... Bien sûr, il s'est extrêmement réfléchi, parce qu'en même temps, c'est pas lui qui réfléchit la politique. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Pensez vraiment qu'il va gracier les gens du Capitole? Non. Ça, c'est moi, je suis absolument persuadé que non. Comme il ne nettoiera pas ce qu'il appelle l'État profond. Il a une stratégie. C'est pas un idiot en aucun cas. Et c'est une escalade verbale. Et je suis d'accord avec il. Désormais, on est tout le temps d'accord ce soir. Je compare avec Boris Johnson. Véritablement. Je crois que les gens vont demander le remboursement de leur billet. La différence, c'est que Boris Johnson est capable de parler le grec ancien. Cécile n'en peut plus de tous ces bons sentiments dégoulinants. Justement, Françoise, puisqu'on y est, écoutez cette phrase. Écoutez. Ferme la porte, t'as le Pookie dans le side. Bla 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 Pookie. Ferme la porte, t'as le Pookie dans le side. Écoutez, c'est vachement bien. Philippe Bilger est consterné. Oui. Monte un peu, Ben. Montez un peu. Prenez de la hauteur, les amis. Bébé du sale, allo, allo, allo. $1 million.
Voilà. Alors, je dois avouer Faut vivre que avec son temps, les enfants. je dois avouer que je ne comprends pas tout de Aya Nakamura parce que c'est un langage. Par exemple, le Pouki dans le side, Pouki c'est Poucave. À mon époque, Mais ça veut dire on quoi, disait le Poucave Poucave c'est pourri, c'est le pourri, le Poucave. Excusez-moi. C'est l'arco-parisien. Vous êtes un Poucave. Maintenant, c'est ça veut dire quoi que t'as le Pouki dans le coin? Dans le slide, c'est-à-dire que en fait t'as un traître dans le dos. Donc je veux dire par T'as là le que Pouki dans le slide, ça veut dire que t'as un traître dans le dos. Bah, excusez-moi, heureusement. Alors, vous êtes là pour traduire. ce que je veux dire, ce que je veux dire. Contrelisez la poésie. Excusez-moi, je suis un peu navré par la charge contre Aya Nakamura. Je comprends qu'on puisse préférer Goldman et moi aussi je préférerais Julie Armanet. C'est générationnel. Ou je préférerais Clara Luciani, mais les délires de Zemmour sur. C'était très bien, les fœtus préfèrent Mozart, attaquer Aya Nakamura. Il y a quand même un côté extrêmement. On a le sentiment qu'on est dérangé parce que cette femme est franco-malienne, elle est noire et elle parle le langage de la jeunesse. Aya Nakamura, aujourd'hui, c'est l'artiste la plus vendue au monde, avec Jules d'ailleurs, pas simplement elle. C'est l'artiste française la plus vendue au monde, avec David Guetta, Jules. Et elle, c'est quelqu'un qui parle à la jeunesse. Quand on regarde ses textes, du coup, moi j'ai dit, oh là là, Aya Nakamura. J'ai commencé à regarder ses textes, c'est assez marrant de voir les jeux de mots en fait qu'elle fait. Et je trouve qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je pense que ça peut être exceptionnel aussi que cette génération-là, cette France-là, franco-malienne, eh bien, peut-être va réinventer Edith Piaf. C'est possible qu'elle réinvente Edith Piaf. Excusez-moi, là, je suis en train de pleurer. Les propos bouleversants d'humanité de Françoise me font pleurer. Là, je le dis littéralement. Cette belle jeunesse qui va communier autour de borborigmes, que ce soit ceux-là ou d'autres, de gens. Je me fiche parfaitement d'où vient cette dame, si vous voulez. Mais alors, juste, je suis d'accord sur une chose. Je trouve insensé, c'est sur les réseaux, c'est pas seulement des torrents de ceci, mais je trouve insensé de l'autre côté. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment, il n'y a pas de raison, il y a zéro raison de faire une polémique, d'autant plus que tout ça est parti d'un confidentiel de l'Express qui n'est toujours pas confirmé. Je n'interdis à personne d'aimer Aya Nakamura, surtout après une prestation aussi éblouissante de François. Bilger, attention, t'as le Pouki dans le slide. Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'incongruité des choix d'Emmanuel Macron. Si c'est confirmé, elle va continuer à chanter, elle va nous dégrader Edith Piaf. C'est pas sûr. Et d'autre part, Emmanuel Macron ne peut rien faire d'ordinaire. La belle banalité qu'on attend parfois d'un président, choisir quelqu'un, homme ou femme, qui chantera à la perfection. Edith Piaf, ça existe en France. On va prendre Aya Nakamura, dont c'est affligeant malgré le talent de François. On a bien écouté une Marseillaise réécrite de façon tellement ridicule. Non, mais Catherine Ringer, une loi pure dans la Constitution. Mais honnêtement, qui a trouvé ces paroles débiles? Non mais attends, Catherine Ringer, d'une certaine manière, elle est Catherine Ringer, c'est Rita Mitsuko, c'est un monument. Catherine Ringer, c'est une queen complètement. Voilà, elle fait quelque chose qui est un peu décalé pour le scellement de la Constitution, de la loi IVG. C'est pas heurtant. On lui demande pas la dernière phrase. Mais écoutez, mettons-nous à la place de nos grands-parents. Je parle pas de nos parents parce que c'était eux qui étaient en question. Nos grands-parents, quand ils voient débouler le yéyé avec des paroles débiles, dadou ronron, ça veut rien dire, d'accord? Franchement, ça avait une autre qualité. Mais non, parce que tu avais cette jeunesse-là, mais tes parents, tu leur aurais dit, mais t'écoutes ce truc-là. On interdisait même les concerts. Quand c'est subversif ou trash ou punk, à la limite, mais une loi pure, laisse-moi finir, une loi pure. Non mais je parle d'Aya Nakamura. Elle est détestée, c'est générationnel. C'est des borborigmes, non? Non, mais c'est dadou ronron, c'est pas des borborigmes. C'est beaucoup mieux. Mais parce que vous étiez adolescent à l'époque, mais vos parents pensaient quoi de dadou ronron? Mais arrêtez, mais vos parents, ils pensaient quoi de moi, ce qui me gêne, c'est que je suis vraiment déconnectée. Parce que figurez-vous que quand tout ça a commencé, j'ai dit, mais c'est qui celle-là, Nakamura? Alors, vous savez que le rugby se joue à 15 et le foot à 11. Mais toi, t'es resté très jeune. Les amis. Allez, vivons avec notre temps. Et les pubs surtout. C'est toujours la fin. Non, moi, je veux pas vivre avec mon temps. C'est la fin de l'argent. Je trouve
trouve mon ton détestable à bien des égards. Soyons ouverts sur. On est aimable, pourtant. Mais je réclame le droit. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vivre avec même deux sociétés différentes l'une à côté de l'autre et regarder un peu ce que fait l'un et ce que fait l'autre? Oui, ça se mélange. Et je pense. Écoutez, moi je veux vivre contre mon époque. Est-ce qu'on peut prendre le pari que peut-être Aya Nakamura, comme dit un copain à moi, Rabbin, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle et d'une bonne surprise. C'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Aya Nakamura va nous enchanter dans une réinterprétation d'Edith Piaf. Non, mais peut-être. Mais vous êtes adorable. Mais moi, vous êtes d'un réalisme implacable en politique. Mais moi, je pense que c'est faisable. Mais je pense que c'est faisable. S'il vous plaît. Les amis, la réalité nous rapproche et nous emporte vers la pub. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Vous me croyez, mesdames et messieurs, si je vous dis que quand Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy sont là, je perds au moins 10 décibels par oreille. Vous le savez ou pas qu'à la fin de cette saison, ça va être un vrai souci, je pense. J'embrasse mon ORL s'il m'écoute, s'il m'entend, parce que je ne sais pas s'il vous entend aussi. Moi, je vais développer un syndrome paranoïde. Il y a toujours, soit c'est Elisabeth, soit c'est moi qui sommes sur la sellette. Je ne peux plus supporter. Non, c'est surtout vous, pas Elisabeth. Nous sommes toutes les deux victimes. Ce qui fait de nous des êtres de lumière. Eh ben, elles ont bon nom, les victimes. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix, c'était Françoise de Gaulle tout à l'heure et Philippe Bilger. Elisabeth Lévy, de quoi parle-t-on avec vous? Eh bien, vous savez que c'est les 20 ans, ce sont les 20 ans, les 20 ans, ou c'est le 20e anniversaire, de la loi de 2004 prohibant les signes religieux à l'école publique. Et alors, bon, vous savez, moi, à mon avis, c'est une des plus grandes lois contemporaines que nous ayons faites. On l'a fait après, je veux dire, avoir tergiversé. Bon, je vous refais pas toute l'histoire depuis 89, les voiles de Creil, le Munich de l'école républicaine, justement signé par Finkielkraut, Debré, Elisabeth de Fontenay et deux autres, dont je n'ai plus le nom en tête là maintenant, qui disait en gros à Jospin ne capitulez pas, Jospin a capitulé. Donc bref. Il nous a fallu 20 ans pour faire la loi, et cette loi, je pense, c'est une très bonne loi. Elle est attaquée tout le temps, des professeurs la détestent, elle est considérée comme islamophobe du New York Times, évidemment tous les pays musulmans. Bref, mais il me semble que on passe, quand on parle de cette loi et quand on parle de la laïcité, ce qu'a encore fait le Premier ministre hier, dans ce discours à Arras où il a dit l'école c'est l'ennemi du terrorisme et c'est l'école qui peut lutter contre le terrorisme, c'est toujours assez émouvant évidemment, mais on se trompe sur une chose, parce qu'on nous explique que la laïcité, surtout, c'est le respect de toutes les religions, parce qu'on veut une version gnangnan, gentillette de la laïcité. Non, ça existe à peu près dans tous les pays séculiers comme la Suède, l'Angleterre, le respect de toutes les religions. Il y a en France quelque chose, c'est que la laïcité, c'est le droit, c'est pas né comme ça, c'est né, je veux dire, dans une histoire conflictuelle qu'on essaye maintenant de gommer parce qu'il faut être gentil avec les derniers arrivés. La laïcité, ça veut dire qu'on a le droit de se moquer de toutes les religions. Et je dirais que c'est l'ultime critère. C'est le critère de l'acculturation, et si je devais adresser un appel à mes compatriotes musulmans, je dirais finalement, c'est ça le critère, je veux dire, de la véritable assimilation, intégration, c'est que vous acceptiez qu'on se moque de votre religion. C'est comme ça. Et je savais, j'ai choisi ce sujet en pensant, Philippe, que vous alliez me contester. Moi, je déteste l'idée que le niveau d'une civilisation peut se démontrer par le blasphème. Je veux dire, je trouve qu'une civilisation, c'est le respect de toutes les religions dans leur traduction honorable et de ceux qui ne croient pas. J'ai en horreur le droit au blasphème. Alors c'est marrant, j'ai pas dit le niveau, pardon, juste, c'est pas le niveau d'une civilisation, c'est sa singularité, son identité spécifique de la France. Vous avez un mur à Rome, un très vieux mur, sur lequel vous voyez de très vieilles inscriptions. Qu'est-ce que c'était ce mur? Ce mur qui est près de la Piazza Venezia, c'est un mur où tous les Romains, depuis au 4e, au 5e siècle, mettaient
tous leurs blasphèmes possibles. Un jour précis. Sur l'empereur en place. Ils pouvaient même blasphémer contre les dieux. Ils pouvaient même blasphémer contre Jupiter. C'est pour ça que je rejoins. Quel niveau de civilisation? La civilisation romaine, très grand niveau. Elle s'est pas effondrée d'un coup, contrairement à ce que raconte Philippe de Villiers. Voilà, quand on s'arrange avec l'histoire, grand niveau. Donc l'histoire du niveau de civilisation, au contraire, la liberté des êtres humains, cette capacité à blasphémer ceux qui vous gouvernent. Surtout à accepter le blasphème sur ses croyances. Je vous donnerai également l'histoire du carnaval. Oui, mais pardon. Donc moi, je rejoins Elisabeth sur l'idée que la liberté ultime, c'est la capacité à se moquer du divin et du sacré. Et c'est un droit absolu. Et c'est en ça que la France est tout à fait exceptionnelle. Non, mais ce qui est important, c'est pas seulement parce que la liberté, c'est de s'en moquer, mais c'est surtout d'accepter. Oui, qu'on s'en moque, bien sûr. D'accepter qu'on se moque mais des les chrétiens n'acceptent pas. En France, les chrétiens ne tuent personne. Non, c'est pas ce que je veux dire. À ma connaissance, si vous voulez, les seuls, Dominique Bernard, m'a bien été tué par quelqu'un qui trouvait que, voilà. Je dis pas ça. Je dis simplement que c'est ça l'esprit Charlie. Quand je dis mes amis chrétiens sont souvent heurtés par la lune de Charlie. Quand on voit le pape en pédophile, alors mes amis juifs de la même manière. Quand on voit les rabbins, c'est ça la liberté de la France. On peut se moquer, aller jusqu'au bout de se moquer du divin, y compris du divin. Merci Elisabeth pour ce sujet. Dans un instant, un autre sujet dans son rapport annuel, la Cour des comptes, qui alerte la situation préoccupante des finances publiques. On peut se moquer de la Cour des comptes en France. On a le droit de blasphémer. Il y a un mur, c'est dans 10 minutes. Vous pouvez y aller. Et oui, cette question, parlons vrai, surprenant alors que la France vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans. Est-ce qu'il y a vraiment urgence, comme dit la Cour des comptes? Est-ce que vous craignez une faillite de la France comme l'Argentine en décembre 2001? Et à cette question, alerte sur la dette de l'État, faut-il? Il faut 1. Ne pas baisser les impôts, ne pas augmenter les impôts, ne pas baisser les aides sociales 2, à 56%, baisser les aides sociales à 40%, augmenter les impôts pour 2% et les deux pour 2%. Allez, Pascal Lima sera avec nous dans quelques instants. Il est là en face de nous, chef économiste de CGI Consulting. Petite question, après le quoi qu'il en coûte, est-ce qu'il reste encore de l'argent magique? De l'argent magique, non, mais de l'argent avec un intérêt social et collectif, certainement. On en parle dans un instant, 0826 300 300. Ça, c'est un teasing. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, la fraternité entre vraies voix. C'est la sororité, ce mot. Excusez-moi, là, quand je les vois son irlandais, je me dis la sororité est ta sœur. On s'insulte en hébreu et en arabe pour pas laisser de traces. Son guirlandais, du don, c'est beau ce mot. C'est joli son irlandais. Depuis qu'on sait que le rassemblement c'est la fin de vie, le président nous l'a appris, on est rassemblés. Oui, c'est ça. Attendez, là, vous annoncez quoi là? Vous prévoyez un suicide collectif? Non, je veux dire, on est aussi rassemblés que son projet va nous rassembler. Que disperser. Allez, bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degouet, Elisabeth Lévy et je parle. Merci tout de suite. Le coup de projecteur des Vraies Voix. Pardon. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Nous avons aujourd'hui les finances publiques probablement les plus dégradées, ou sinon parmi les plus dégradées de la zone euro. La France a le niveau de dépenses publiques le plus élevé de tous les pays développés. Nous avons surtout une dette publique qui a augmenté de 800 milliards d'euros depuis 2018. La Cour des comptes dit que c'est plus possible et qu'il faut absolument se calmer sur la dépense publique. Et donc tout ça, ça fait une situation très sous tension que la Cour des comptes, dans son rapport public annuel, en effet, analyse. Et donc une Cour des comptes très sévère vis-à-vis du gouvernement. Son dernier rapport annuel étrille la situation préoccupante, voire sérieuse de nos finances publiques. La Cour dénonce des projections macroéconomiques trop optimistes et une trajectoire un peu ambitieuse sur la réduction des déficits. Alors parlons vrai. Est-ce que c'est surprenant alors que la France vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans? Est-ce qu'il y a vraiment une urgence, comme dit la Cour des comptes? Craignez-vous une faillite de la France comme l'Argentine en décembre 2001? Alerte sur la dette de l'État, faut-il? Vous êtes 2% à dire qu'il faut augmenter les impôts, 41% qu'il faut baisser les aides sociales, 2% les deux et 55% ni l'un ni l'autre. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous éclairer sur ce sujet, Pascal Delima est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être en direct sur Sud Radio, chef économiste chez CGI Consulting. Philippe Bilger, cette dette qu'il va falloir rembourser. Voilà, tout à l'heure, j'expliquerai à Françoise ce que je voulais dire sur le rassemblement. Mais plus sérieusement...
sérieusement, et sous le contrôle de Pascal, qui est l'homme qui m'oblige à prendre conscience de mes insuffisances dans ce domaine-là, tout à l'heure, dans le point de vue du procureur, j'avais évoqué la Cour des comptes pour les nuls en disant qu'elle souhaitait 50 milliards d'économies supplémentaires pour qu'on baisse le niveau des 3% en 2027. Est-ce que ces notions, pardon Cécile, Pascal répondra tout à l'heure, je me demande si ces notions économiques qui sont entrées dans l'esprit commun sont valables. Elles peuvent-elles constituer un guide pour l'action, ou bien faut-il en effet se résoudre, comme vous le disiez dans votre question Philippe, à baisser le social, à augmenter les impôts, que sais-je? Y a-t-il quelque chose à changer dans la mentalité d'aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il y aurait quelque chose, vous n'avez pas proposé ça, mais l'idée de taxer les dividendes, de taxer les revenus financiers, ça me paraît pas complètement délirant dans la situation actuelle, plutôt que de baisser les dépenses sociales. En plus, Philippe dit la France vit au-dessus de ses moyens, mais tous les pays vivent au-dessus de leurs moyens. Ça dépend, il n'y en a pas un qui ait eu 50 années de déficit budgétaire consécutif. Mais soyons sérieux, l'Italie vit au-dessus de ses moyens, l'Allemagne ne va pas mieux que ça. Je rappelais les 3%, il est rigolo quand même, Emmanuel Macron, il est marrant, parce qu'il y a 2 ans, il explique que les 3%, en gros, c'est la fantasmagorie, que ça sert à rien, et maintenant, clac, on les remet sur le carreau en termes européens. Donc, moi, je pense qu'il y a une solution, taxer les dividendes et les produits financiers. Moi, je trouve ça à la fois humiliant, si vous voulez, que notre dépendance économique et financière se paye évidemment en termes de dépendance politique. Nous n'avons absolument pas les mains libres par rapport à l'Allemagne. J'ai parlé du nucléaire tout à l'heure. Si nous avons sacrifié le nucléaire, c'est bien parce que nous avons besoin des Allemands. Nous ne nous endettons pas pour construire la nouvelle génération de centrales nucléaires, de Rafale, d'Airbus, de ce que vous voulez. Nous nous endettons pour boucler nos fins de mois. Et moi, je pense par ailleurs que ça a produit une mutation anthropologique de gens qui sont des ils ont un crédit sur la société. On leur doit toujours quelque chose. Je parle même pas d'assister. Je parle d'un peuple d'ayant droit. Si vous voulez, il y a toujours l'État est une sorte d'oncle Picsou extérieur dont on attend, si vous voulez, qui règle tous nos problèmes de vie, de mort, de ceci. J'en ai marre. Je ne peux plus supporter. Vous êtes une vraie libérale. Je peux plus supporter cette dépendance à l'argent public. On est drogué à l'argent public, c'est humiliant. C'est notre argent. Pascal Delima. Il y a quand même juste ceux qui payent et ceux qui reçoivent là-dedans. Parfois, s'il vous plaît. Pascal Delima, 50 ans de déficit budgétaire consécutif. Un demi-siècle, c'est inexistant avant dans l'histoire de France. Est-ce qu'on peut dire que la France a été gérée depuis 50 ans ? Elle a été gérée en fonction de la croissance qu'il y a en face. C'est bien ça le problème, parce que c'est vrai que quand vous avez une croissance élevée, eh bien, la théorie économique vous dira que l'endettement finalement est vertueux, puisque en phase de croissance élevée, elle permet de faire des dépenses, d'alimenter la dette, d'alimenter les déficits, et donc il y a des investissements qui sont faits dans l'économie, et donc il y a de la consommation également, puisque il y a des programmes d'aide également. Donc tout dépend de la croissance en face. Le problème, c'est lorsque vous avez plus de croissance, qui est le cas aujourd'hui, eh bien il y a un mécanisme d'étouffement de l'économie, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus les recettes qui permettent de faire les dépenses qui permettraient de relever la croissance, et donc on est dans un espèce de scénario infernal, dans un espèce de sable mouvant finalement, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc à partir de là, il y a quand même dans la science économique une règle qui est assez valable dans l'histoire économique, pour être concret, qui consiste à dire que lorsqu'on veut faire des économies, lorsqu'on veut faire un peu d'austérité, ce qui est le cas aujourd'hui, évidemment, pour essayer, et qu'on n'a pas de croissance en face, la situation la moins pire, c'est de faire des économies sur les dépenses que d'augmenter les impôts. Et ça, c'est une règle économique qui est avérée. J'espère qu'ils vont l'entendre, parce qu'effectivement le quota 2/3, je dirais, d'économie, 1/3 de hausse d'impôt paraît le meilleur équilibre par rapport à 100% de hausse d'impôt, et puis pas de faire d'économie du tout quand il n'y a pas de croissance en face. Voilà. Philippe Bilger. Pascal, je lis et j'entends dire que, comme une sorte de poncif économique, que en réalité c'est quand la situation va bien qu'il faut prendre des mesures difficiles, et pas l'inverse. Est-ce que depuis 2017, Emmanuel Macron s'est trouvé dans une situation où il aurait pu appliquer cela ?
Ouais, c'est effectivement normalement, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux banques. Lorsque ça va bien, que vous avez beaucoup de fonds propres, allez-y, lancez le crédit. Lorsque ça va moins bien, que vous avez moins de fonds propres, vous pouvez resserrer le crédit. La macroéconomie devrait faire pareil, la politique économique devrait faire pareil, mais ça se passe pas de façon contracyclique, comme on le dit un petit peu de façon théorique. Ça se passe de façon procyclique, c'est-à-dire que lorsque la croissance va bien, on est habitué à dépenser davantage. La dépense appelle plus de dépenses. Il y a aussi des dépenses sociales qui sont la cohésion sociale, qui sont le maintien des relations aussi humaines, donc de la République in fine finalement, qui rend difficile le fait de faire de l'austérité en période où ça va bien. Puis évidemment, c'est pas très électoraliste. Alors qu'en revanche, on peut justifier au moment où ça va mal le fait de dire que de faire de l'austérité, ça finalement, ça permet de libérer quelque part de l'argent pour le privé et moins pour le public. C'est un argument aussi très libéral. Le fait de dire effectivement qu'aujourd'hui on doit développer l'austérité alors que la croissance va mal, parce que ça va permettre de faire moins de dépenses publiques et donc quelque part les banques vont avoir de l'argent pour libérer vers les entreprises. C'est aussi la thèse de l'économie de l'offre qui est déployée aujourd'hui. Donc il faut bien le comprendre. Donc voilà, moi je dirais que effectivement, faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, quand on dit que les mots n'ont plus de sens, ils n'ont plus de sens aussi en économie et qu'on a tendance à oublier que la dépense sociale, c'est aussi la République, c'est aussi le fonctionnement de la démocratie quelque part, parce que dans le social, il y a la cohésion derrière. Excusez-moi, moi je conteste, je m'inscris en faux contre cette idée que notre État social obèse est le garant de la République. Il est obèse et la République est en capilotade. Donc non, ça n'a absolument pas créé de solidarité. Il y a 2 peuples ou 3 peuples ou 5 peuples. Mais si vous voulez, l'idée même de nation, c'est on a beau payer les uns pour les autres, ou plus exactement, il y a une moitié de la France qui paye pour l'autre moitié, si vous voulez. Et si, c'est à peu près, il y a quand même un truc récurrent en réalité. Moi, je me rappelle pas avoir tellement, et tant mieux, je me sens privilégié du boulot, etc. Été très au chômage, oui, bien sûr, mais il y a des gens... Il m'est arrivé d'être au chômage, mais très peu de temps. Oui, et moi aussi. Donc, si tu veux, il y a des gens qui, à la fin de leur vie, seront des débiteurs énormes du système et d'autres des créditeurs énormes. Ce que je veux dire, c'est pas... Non, c'est un à l'échelle individuelle, dans un pays où les classes moyennes sont sauvagement taxées. Si, je suis désolé, on est raquetté. Il n'y a pas un pays, à part la Corée du Nord peut-être, qui taxe plus que la France. Non, mais n'exagère pas. Je suis désolé, il faut m'arrêter, sinon je m'emballe. Non, mais vous avez raison de vous emballer. Moi, ça me pose aucun problème. S'en fout, en fait. Surtout que c'est pas vous qui me prenez mon argent. Non, mais pas du tout. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est vrai que quand même, quand on dit que la France subit un contexte international, etc., c'est vrai de tous les pays, et on reste néanmoins à 112% du PIB de dette, donc il y a quand même un problème franco-français sur l'obésité, on va dire, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pas grave, de la dépense publique et de l'État. On a quand même un problème, ce qu'on qualifie d'un problème structurel en France, quand même, parce qu'on est quand même dans les pays qui vont le moins bien parmi les pays d'Europe, 111%, etc. On est bientôt comme la Grèce, comme les pays du Sud, etc. Donc, il faut quand même ça. Et pourtant, tout le monde subit les mêmes facteurs externes, conjoncturels, qui vont jouer sur la croissance, sur l'aide, etc. Donc, il y a un problème structurel. C'est culturel, en fait. C'est structurel. Est-ce que c'est culturel? On a des dépenses sociales, mais on pourrait améliorer ces dépenses sociales par le qualitatif. Les ventiler. C'est les ventiler de façon qualitative. On part au 0826 300 300, direction le Pays Basque. Bonsoir Corinne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans les vraies voix, on vous écoute. J'espère que tout le monde va bien. Très bien. Ça va super bien. Ouais. Enfin, pour l'instant. Moi, je vais aller très vite. Moi, je dis stop, parce que le gouvernement, en fait, il ne sait pas gérer. Quand on a une société qui a un déficit pareil, il y a un moment, on dit stop, quoi. Nous, liquidation judiciaire. Non, c'est pas ça. Non, mais bon, il y a un moment, quand on a une société, la France est une société, donc quand on sait pas gérer, on arrête tout et on recommence et on change surtout le personnel. Je veux dire, voilà, arrêtez de taper sur le peuple. Moi, voilà, c'est terminé. Alors sur toutes les aides sociales, certes, il y a des abus pour certaines personnes, on le sait très bien. Mais arrêtez. Les sociétés qui payent pas d'impôts, prenez l'argent comme on l'a entendu tout à l'heure, prenez l'argent dans les sociétés qui ne payent pas d'impôts, ils mettent leur argent là où on sait. Tout le monde le sait ça, mais personne ne le dit carrément. Mais est-ce que en même temps,
j'ai envie de vous dire aussi, c'est que on va pas mettre plus d'impôts. À l'heure actuelle, on sait très bien que les gens, ils ont du mal à s'en sortir et on sait que là, ça va être de pire en pire. Donc arrêtez de taper sur le peuple, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. On n'est pas bête. Et en même temps, moi, j'ai balayé de ceux qui touchent les dividendes, là, parce que là, ils se sont bien engraissés, excusez-moi du terme. Bien sûr. Mais depuis le Covid, ça a été le jackpot pour beaucoup de gens. On est tout à fait au courant. Faut qu'ils arrêtent de prendre le peuple pour des idiots. Merci, Alors, merci Corinne. Voilà, ça tombe sur le bon sens, sérieusement. Est-ce que notre crédibilité vis-à-vis de l'Europe est en jeu ? Si vous voulez, la France est un maillon fort dans l'histoire de l'Europe, et que si ce maillon fort est très endetté, au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, avec de forts déficits et une croissance à 1%, il y a un problème de crédibilité sur le volet économique, tout du moins, sur le volet de la politique économique. Il y a quand même des questions à se poser. Non, mais on parlait de crédibilité bancaire. Moi, j'entendais tout à l'heure Philippe David qui comparait ça avec la situation de la Grèce. Il ne faut pas exagérer. De l'Argentine et de la Grèce. Tu parlais de la Grèce. C'est moi qui ai parlé de la Grèce. Excusez-moi. N'accusez pas Philippe. Pardon, vous n'êtes pas dans une situation grecque qu'on a tous vécue, qui a été dramatique. La France. Sauf si les Allemands coupent les vivres. Les Allemands ne couperont pas les vivres parce qu'eux-mêmes ne vont pas très bien. Mais eux-mêmes ne vont pas très bien. Ils vont nettement mieux que nous en dette publique. Excusez-moi. Mais c'est pas. Arrêtez avec l'obsession. Moi, je nous trouve tous complètement dingues avec l'obsession de la dette publique. On est d'accord ? Ce qui compte, c'est est-ce que notre signature est encore valable sur le marché international ? Elle a déjà été dégradée. Elle a peut-être été dégradée à minima, mais elle est valable. Arrêtez de. Il faut arrêter. C'est totalement irresponsable. Mais comme non, discours. ça n'est pas irresponsable. Arrêtez avec votre obsession de la dette. Non, mais non. Moi, j'arrêterai pas avec mon obsession de la dette. Depuis 2000, écoute-moi, Elisabeth. Je trouve, on fait la manche. Putain, on vit parce que les autres payent pour nous. Est-ce que mais tout le monde, nous vivons dans un monde. Les Américains aussi sont complètement endettés. Arrêtez, ça c'est moral. Ça n'a aucun sens. Sauf que nous, on n'est pas assez forts. Nous, on n'est pas assez fort pour imposer, comme les Américains, notre monnaie dans les échanges mondiaux. Je m'excuse. On perd notre souveraineté. Je ne pense pas que l'euro soit une monnaie si faible que cela. Pardonne-moi de te le dire. Ok. Je ne parle pas qu'elle soit si plus. J'en ai marre de cette obsession et de ces comparaisons. Oui, parce que c'est tellement facile de dire aux gens. Mais oui, c'est un discours démagogique de dire aux gens, on s'en fout, la dette, on s'en fout, on peut continuer. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est populaire. Ce que je dis, c'est qu'il y a des mesures simples. Il y a des gens qui gagnent des dividendes par milliards. Le CAC 40, bien sûr. Eh ben oui. Bah oui. Franchement, c'est démago pour se faire aimer, c'est bien. Non, c'est lamentable. Merci. Et la pièce que nous venons de jouer, les costumes sont de Donald Cabrel. La mise en scène est de Ici, même les mémés aiment la castagne. Il nous a traité de mémés. J'ai dit ici, même les mémés aiment la castagne. C'est Nougaro. C'est les paroles de Nougaro. Toulouse. On est d'accord qu'on finira jamais comme l'Argentine et la Grèce. Merci à nos mégères apprivoisés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pascal de Lima, merci beaucoup, chef économiste chez CGI Consulting. Je pense que là, il vient de prendre un bain de... Mais il a réussi à donner une opinion pertinente. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit côté anglais comme ça, parce qu'il s'en fout complètement. Mais moi, je fais de la politique, lui fait de l'économie, c'est pas pareil. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bugère, merci Françoise Degois, merci Elisabeth Lévy. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler de la franchise d'entreprise, puisque c'est le salon de la franchise du 13 au 16 mars prochain, et plein d'entreprises qui se déploient, et vous verrez que l'entrepreneuriat féminin monte. Et taisez-vous derrière. J'en peux plus, à tout de suite.